15 août 2003. Au cœur du parc national des Cévennes, en Lozère, le soleil de midi luttait pour transpercer épaisse canopée des châtaigniers, dessinant des arabesques lumineuses et mouvantes, sur le sol rocailleux et inégal. Loin des sentiers balisés, un couple de randonneurs parisiens, épuisés par l'agitation urbaine, était mis en quête d'une tranquillité absolue, d'une immersion profonde dans cette nature impénétrable. Le murmure discret d'un ruisseau caché, à peine perceptible, avait éveillé leur curiosité, les incitant à écarter du chemin principal, à s'aventurer plus loin dans la végétation dense et enchevêtrée. Ils cherchaient un coin de fraîcheur inespéré, un sanctuaire de solitude vierge, là où le temps semblait suspendu, et où seuls les bruits de la forêt brisaient le silence. L'atmosphère était lourde, imprégnée de l'humidité persistante et de l'arôme puissant de la terre des sous-bois. Le silence apaisant de la forêt fut soudainement déchiré par une sensation inattendue, une odeur âcre et métallique, étrangement mêlée à celle, plus familière, de la terre humide, et des feuilles mortes en décomposition. Une dissonance olfactive, qui figea le couple sur place. Poussés par une curiosité teintée d'appréhension, ils progressèrent prudemment à travers les ronces tenaces et les fougères géantes qui masquaient l'accès. À l'orée d'une clairière oubliée, où la nature avait repris ses droits avec une vigueur implacable, le soleil peinait à filtrer, créant une ambiance presque sépulcrale. Au centre de cette enclave sauvage, une formation anormale attira leur regard. Une pile de pierres branlantes, comme un cairn improvisé, semblait avoir été érigée à la hâte, à peine dissimulée par la végétation luxuriante. C'est alors que l'horreur se dévoila. En s'approchant, une forme indistincte affleura sous les pierres. Non pas des roches, mais des fragments d'une fragilité troublante, d'une blancheur presque irréelle, contrastant avec la terre sombre. Des ossements humains, petits, manifestement ceux d'un enfant. Une vision macabre qui s'imprima instantanément dans leur rétine, bousculant la quiétude de la journée. Un silence glacial et assourdissant s'abattit sur la forêt, comme si la nature elle-même retenait son souffle face à cette profanation. La femme, le visage livide, lâcha un cri étouffé, sa main tremblante se portant à sa bouche, ses yeux agrandis fixés sur la forme désarticulée, figés dans une horreur indicible. Leurs vacances idylliques venaient de basculer dans un cauchemar insoupçonné. La quiétude illusoire des Cévennes fut brutalement brisée le 15 août 2003 par la découverte macabre de ces ossements. L'alerte fut donnée sans délai à la gendarmerie nationale de Florac, déclenchant une chaîne de événements qui allaient exhumer un passé insoupçonné. Les premiers éléments recueillis sur place par les techniciens en identification criminelle, dans cette clairière isolée où le temps semblait être figé, furent essentiels. Le médecin légiste, dépêché en urgence depuis Mende, confirma rapidement la nature humaine des restes, estimant âge de la victime à celui d'une jeune fille, probablement une adolescente, et décelant des signes de malnutrition chronique, et d'anciennes blessures non soignées. Le procureur de la République de Lozère, face à l'horreur de cette découverte, ouvrit sans tarder une enquête préliminaire, pour recherche des causes de la mort, et disparition inquiétante ancienne, conscient que cette affaire, loin être un simple accident de randonnée, recelait les prémices d'un drame plus profond, ancré dans l'oubli et le secret. C'est dans ce contexte de choc et d'interrogation que la capitaine Sophie Fournier, une enquêtrice aguerrie de la gendarmerie nationale, dotée d'une empathie rare pour les victimes, fut dépêchée sur les lieux. Elle fut rejointe par le lieutenant Marc Delmas, un jeune officier dont la maîtrise des nouvelles technologies d'investigation complétait parfaitement l'approche plus intuitive de Sophie. Leur arrivée dans les Cévennes, territoire dont les paysages majestueux contrastent avec la rudesse de son histoire, marqua le début d'une quête de vérité complexe. Leurs premiers pas les menèrent vers les hameaux les plus proches, des lieux où le temps semble être arrêté, et où la mémoire collective se révèle souvent aussi dense et impénétrable que la végétation environnante. Ils commencèrent par interroger les habitants, consulter les registres des états civils locaux, les archives paroissiales et les vieux plans cadastraux, espérant trouver la moindre trace d'une disparition non signalée ou d'une existence effacée. Leurs efforts initiaux se heurtèrent à un mur de silence, l'omerta traditionnelle des communautés rurales isolées. Les villageois, méfiants envers les étrangers et les questions des autorités, se montraient mutiques, évoquant des histoires de famille qu'il ne fallait pas déterrer, ou de vagues malédictions ancestrales. Pourtant, au fil des recoupements minutieux, un registre scolaire incomplet mentionnant une absente, des témoignages évasifs sur une enfant différente qui aurait disparu il y a des décennies.
Un nom commença à émerger des limbes du passé. Léonie Dubois. Ce qui frappa les enquêteurs fut l'absence totale de déclaration officielle de sa disparition. Léonie n'avait jamais été signalée manquante, comme si son existence même avait été délibérément effacée des registres et des mémoires collectives, un fait glaçant qui témoignait d'une volonté manifeste de dissimulation. Cette absence de traces officielles de Léonie Dubois souleva une question fondamentale sur la capacité de l'État à pénétrer et à réguler les dynamiques sociales des régions les plus reculées de la France d'après-guerre. Dans les années 1940 à 1950, les Cévennes, comme de nombreuses régions rurales, étaient encore profondément marquées par la pauvreté, l'exode rural et un repli communautaire fort. La méfiance envers l'extérieur, la solidarité villageoise, qui pouvait aisément se transformer en omerta face aux intrusions, et une certaine résignation face aux fatalités de la vie, créaient un terreau propice au secret. Le concept d'honneur familial et le poids du non-dit étaient prépondérants, reléguant parfois les lois nationales au second plan face aux arrangements locaux. C'est dans ce contexte culturel et historique complexe que Sophie et Marc durent plonger pour espérer exhumer la vérité sur le destin tragique de Léonie. Sophie Fournier et Marc Delmas, armés de leur détermination et de l'autorité de la gendarmerie nationale, se plongèrent dans les méandres administratifs et historiques de cette région reculée. Leurs recherches les menèrent des registres des états civils de la mairie de Florac aux archives départementales de la Lozère, fouillant des décennies de documents jaunis par le temps. Chaque acte de naissance, de mariage, de décès, fut scruté avec une minutie obsessionnelle, dans l'espoir de déceler la moindre anomalie, une déclaration absente, une date incohérente. Ils consultèrent également les registres paroissiaux, souvent plus complets dans ces communautés rurales, où, l'Église jouait un rôle central, ainsi que les vieux plans cadastraux, tentant de relier des noms de famille à des parcelles de terre, et d'identifier les occupants successifs des fermes isolées. Cette quête fastidieuse visait à reconstituer un puzzle familial et social, dont la pièce maîtresse, Léonie Dubois, restait désespérément manquante. Parallèlement à cette investigation documentaire, les deux enquêteurs entreprirent une série d'entretiens dans les hameaux disséminés autour de la clairière macabre. L'accueil fut, comme ils l'avaient anticipé, empreint d'une méfiance ancestrale. Les visages burinés par le soleil et le travail des champs se fermaient à l'aile. Évocation du passé, les regards fuyant les questions précises de Sophie. Les réponses étaient évasives, souvent réduites à des hochements de tête, ou des silences pesants. Des murmures de malédiction ancestrale, des histoires de famille qu'il ne fallait pas réveiller, ou de vagues accidents oubliés, revenaient comme un leitmotiv. L'omerta, cette loi non écrite de la solidarité villageoise face à l'extérieur, se dressait comme un mur invisible, mais infranchissable, protégeant des secrets enfouis, sous des couches de terre et de silence, depuis des générations. Pourtant, la persévérance de Sophie et Marc, alliée à leur approche respectueuse mais ferme, commença à fissurer cette carapace. En croisant des informations fragmentées issues des archives scolaires, un nom biffé, une absence non justifiée, avec des bribes de témoignages indirects recueillis au détour d'une conversation, le nom de Léonie Dubois émergea. Une enfant différente, disait-on, une petite fille pas comme les autres, qui aurait disparu il y a des décennies, sans que personne ne s'en émeuve réellement. Le plus troublant fut la confirmation. Aucune déclaration de disparition n'avait jamais été enregistrée. Léonie n'existait plus administrativement, comme si son passage sur Terre avait été délibérément gommé, son existence effacée des registres et de la mémoire collective. Un acte glaçant qui témoignait d'une volonté manifeste de dissimulation orchestrée. La piste de Léonie conduisit les enquêteurs vers une vieille ferme isolée, à quelques kilomètres du lieu de la découverte, répertoriée comme ayant appartenu à la famille Dubois. C'est là qu'ils apprirent l'existence de Geneviève Leclerc, une ancienne institutrice du village voisin, désormais âgée de 85 ans. Elle était l'une des rares personnes encore en vie à avoir connu Léonie, même si leur chemin ne s'était croisé que brièvement. Initialement, Geneviève se montra aussi réticente que les autres, le poids des années et des secrets semblant, écraser. Sophie, avec sa sensibilité habituelle, comprit que la vieille femme, n'était pas hostile, mais terrifiée. Elle revint plusieurs fois, instaurant un climat de confiance, évoquant la dignité due à la mémoire de l'enfant, jusqu'à ce que la barrière du silence commence, enfin, à céder. Geneviève, les yeux embués de larmes et la voix hésitante, finit par livrer les premières pièces essentielles du puzzle. Elle se souvenait de la petite Léonie, une enfant chétive, souvent vêtue de haillons, dont la démarche était rendue difficile par un pied-botte prononcé. Elle évoqua les murmures du village, les regards fuyants des parents, Jean et Marie Dubois, et la réputation de Marcel, l'oncle, un homme rustre et violent,
dont la domination sur la famille était sans partage. Geneviève décrivit un mariage arrangé, une union contre nature qui n'avait de légal que le nom, où Léonie, à peine 14 ans, avait été donnée en épouse à son oncle pour des raisons d'héritage et de survie économique. Une servitude déguisée, qui condamnait l'enfant à une vie de labeur, de solitude et de mauvais traitements. Sophie et Marc se sont rapidement heurtés à l'inertie administrative. Une résistance insidieuse mais tenace, bien plus complexe que la méfiance des villageois. Les archives départementales de la Lozère, vastes et poussiéreuses, regorgeaient certes de documents, mais leur classement lacunaire, hérité de décennies de sous-effectifs et de moyens limités, rendait toute recherche systématique exténuante. Chaque requête officielle de la gendarmerie, pourtant formulée dans les règles de l'art, rencontrait des délais anormaux, des problèmes techniques ou des manques de personnel. Les fonctionnaires locaux, habitués à la quiétude de leur routine estivale, semblaient peu enclins à perturber l'ordre établi pour une affaire vieille, de plus d'un demi-siècle. Était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sans carte ni boussole, au milieu d'un maquis de formulaires oubliés et de registres mal tenus, où chaque page semblait vouloir retenir son secret avec une obstination farouche, reflétant une époque où la traçabilité était un luxe. Leur tentative d'obtenir des informations précises des services sociaux ou des institutions éducatives de l'aile, époque se heurtait à un mur de confidentialité, voire d'indifférence manifeste. Les rapports de l'inspection académique des années 1940 à 1950, censés documenter les absences scolaires prolongées ou les cas avérés de maltraitance infantile, étaient étonnamment vides, concernant Léonie Dubois. Il n'y avait aucune trace d'intervention, aucune alerte, comme si cet enfant n'avait jamais existé aux yeux de l'administration. Était une illustration flagrante de la difficulté pour État d'exercer pleinement son autorité et sa mission de protection dans ces zones reculées, où les lois républicaines peinaient à s'imposer face aux coutumes locales et à l'autonomie des communautés. La capitaine Fournier et le lieutenant Delmas réalisaient que la dissimulation de Léonie N était pas seulement le fait d'une famille, mais aussi, par omission, d'un système qui n'avait pas les moyens ou la volonté de voir ce qui se déroulait dans l'ombre des Cévennes, laissant des enfants vulnérables à la merci de logiques archaïques. Face à cette résistance passive, cette chape de plomb institutionnelle, Sophie décida d'adopter une approche plus directe, rompant avec la patience habituelle. Elle obtint une réquisition formelle du procureur de la République, un document sans équivoque, soulignant l'urgence et la gravité exceptionnelle de l'affaire, forçant ainsi les administrations à coopérer sans délai, ni tergiversation. Marc, de son côté, mit à profit ses compétences technologiques, numérisant certains registres clés avec un scanner portable, et utilisant des logiciels de reconnaissance de caractère, une méthode avant-gardiste pour époque. Cette initiative permit de décupler leur efficacité, transformant des piles de papier jauni en bases de données interrogeables. Ils comprirent que pour percer le voile du silence et la résignation, il fallait non seulement une persévérance inébranlable, mais aussi une démonstration claire de leur autorité et de leur détermination, prouvant qu'ils n'abandonneraient pas, tant que la vérité n'aurait pas été mise au jour pour Léonie. Les analyses médico-légales, toujours en cours, dévoilaient un tableau d'une cruauté insoutenable. Le docteur Arnaud Leblanc, le légiste de Mendé, confirmait les premières intuitions. Léonie souffrait d'une malnutrition sévère, chronique, ayant entravé son développement physique de manière irréversible. Ses ossements révélaient des signes de rachitisme avancé, témoignant d'une carence prolongée en vitamines et minéraux essentiels, typique d'une enfance marquée par la faim et la négligence. Mais plus troublant encore, de multiples fractures anciennes, mal consolidées, furent découvertes sur ses membres et ses côtes, suggérant des traumatismes répétés et non soignés. Son pied-botte, déjà évoqué par Geneviève, était d'une sévérité telle qu'il rendait toute marche pénible, une malformation qui, loin d'être prise en charge, avait été aggravée par le manque de soins et l'absence totale de soutien. Chaque fragment d'os racontait une histoire de douleur, de solitude et de violence ordinaire, validant avec une précision glaçante les rares témoignages et les murmures du passé. Ces révélations scientifiques ne laissaient aucune place au doute quant aux souffrances endurées par la jeune fille. Pour contextualiser l'ampleur de la dissimulation, Sophie et Marc sollicitèrent éclairage d'historiens et de sociologues spécialisés dans la France rurale d'après-guerre. Le professeur Émile Berger, de l'Université de Montpellier, expliqua que les Cévennes, comme beaucoup de régions montagnardes, vivaient alors en quasi-autarcie, avec une forte résistance aux ingérences extérieures. La pauvreté endémique et l'exode rural avaient renforcé un repli communautaire où les arrangements locaux primaient souvent sur la loi républicaine. Les enfants handicapés ou différents étaient parfois perçus comme un fardeau supplémentaire,
voire une punition divine, et leur sort relevait des affaires de famille intouchables. Elle, État, avec des administrations sous-développées et un maillage territorial lâche, peinait à faire appliquer ses prérogatives de protection de l'enfance dans ces vallées isolées. Les non-dits et l'omerta étaient des mécanismes de survie des boucliers face à une réalité économique et sociale brutale, où la dignité individuelle était subordonnée à la survie collective du clan. Cette analyse permit aux enquêteurs de mieux comprendre le terreau culturel et historique, qui avait permis le drame de Léonie. L'enquête s'enrichit également des travaux d'Élise Moreau, une journaliste d'investigation locale, spécialisée dans les cold cases ruraux et les histoires oubliées des Cévennes. Elle avait documenté plusieurs cas de disparitions non élucidées ou de drames familiaux tus par la honte et la peur, souvent dans des contextes similaires de misère et d'isolement. Élise expliqua que la loi du silence, l'omerta, N, n'était pas un mythe, mais une réalité profonde, ancrée dans la survie collective. Dénoncer, était trahir le clan, risquer l'ostracisation, voire pire. Léonie N n'était pas la première enfant, différente, à disparaître des mémoires. Mais son cas, avec le mariage forcé et les abus, était d'une violence symbolique et réelle inouïe. La journaliste fournit des coupures de presse anciennes, des témoignages anonymes recueillis au fil des ans, des bribes de légendes locales, évoquant des « enfants de la forêt » dont on ne reparlait jamais. Ces éléments, bien que non directement liés à Léonie, brossaient un tableau glaçant des pratiques d'un autre temps, où des vies pouvaient être effacées sans laisser de traces officielles, avec la complicité tacite d'une communauté. Face à ces éclairages multidisciplinaires, Sophie et Marc se rendaient compte que l'affaire Léonie Dubois dépassait de loin le simple fait divers. Les données médico-légales, d'une objectivité implacable, confirmaient les violences et la négligence. Les analyses historiques et sociologiques offraient un cadre de compréhension au silence assourdissant qui avait entouré l'enfant. Les récits de la journaliste locale, bien que non officiels, résonnaient avec les bribes de témoignages enfin livrés par Geneviève. Chaque pièce du puzzle, qu'elle vienne de la science, de l'histoire ou de la mémoire collective, s'emboîtait pour former une fresque sombre, celle d'une vie brisée par la misère et la cruauté humaine, mais aussi par une forme d'aveuglement collectif et l'impuissance relative des institutions. Cette approche croisée, mêlant rigueur scientifique et immersion dans les profondeurs de l'âme rurale, permettait aux enquêteurs de ne plus seulement chercher des faits, mais de comprendre les mécanismes profonds qui avaient conduit à cette tragédie, et comment Léonie avait pu être effacée à ce point. La déformation de Léonie, initialement perçue comme un simple handicap physique, prenait désormais une dimension plus vaste. Elle symbolisait une déformation de l'humanité, celle d'une société capable de laisser une enfant vulnérable sombrer dans l'oubli et la souffrance. Le pied-botte de Léonie N était pas seulement une malformation congénitale, était le reflet d'une vie tordue par la négligence, la faim et les coups. Son corps portait les stigmates d'une existence où elle n'avait jamais été considérée comme une personne à part entière, mais comme une charge, un outil de survie économique ou un objet de rejet. L'enquête ne cherchait plus seulement à identifier des coupables, mais à comprendre comment un tel effacement avait été possible, comment une communauté entière avait pu se murer dans un silence aussi lourd. L'histoire de Léonie devenait un miroir tendu vers le passé, révélant les failles d'une époque et les conséquences dévastatrices de l'indifférence collective. Un rappel poignant que les vies les plus fragiles sont souvent les premières à être sacrifiées sur l'autel des secrets. Sophie et Marc, munis d'un mandat de perquisition obtenu après des démarches complexes, se rendirent à la ferme isolée des Dubois, un lieu figé dans le temps, où les murs de pierre moussue semblaient suinter le passé. La bâtisse, à layers, écart de tout chemin, était envahie par une végétation sauvage et des toiles d'araignées séculaires, portant les stigmates d'une existence rude et oubliée. Chaque recoin de la propriété, du grenier aux étables délabrées, était un témoignage silencieux de la pauvreté et de l'isolement extrême qui avait marqué la vie de ses occupants. Les ustensiles de cuisine rouillés, les vieux outils agricoles abandonnés, tout racontait une vie de labeur acharnée, loin de la modernité. Les enquêteurs fouillèrent méthodiquement, espérant y dénicher des lettres, des photos jaunies, ou le moindre objet personnel qui pourrait donner un visage plus concret à Léonie, et éclairer les dernières années de sa vie. Le silence pesant de la ferme était presque oppressant, comme s'il protégeait encore farouchement les secrets les plus intimes de la famille Dubois, ceux que personne n'avait osé déterrer pendant des décennies. La fouille de la ferme se révéla longue et fastidieuse, chaque recoin semblant ne livrer que poussière et désolation. C'est Marc, avec son œil aiguisé pour les détails anormaux, et sa persévérance méthodique, qui fit la découverte cruciale. Sous les pierres d'un foyer éteint depuis des décennies, là où les cendres étaient accumulées en couches épaisses, il remarqua une petite cavité dissimulée avec une ingéniosité rustique.
À l'intérieur, délicatement enveloppé dans un morceau de tissu grossier et délavé, gisait un petit cahier à la couverture passée, ses pages jaunies par le temps et l'humidité. Ce N n'était pas un simple carnet de comptes ou un registre agricole. C était un journal intime, écrit d'une main enfantine, parfois hésitante, dont l'écriture trahissait la difficulté, mais dont chaque mot semblait imprégné d'une vérité brute et désespérée. Le cœur de Sophie s'accéléra. Ils avaient enfin trouvé la voix de Léonie, un écho direct et intime de son existence. Au-delà des murmures villageois et des silences assourdissants, C était la percée inespérée qu'ils attendaient, une fenêtre ouverte sur elle, âme d'une enfant oubliée. Les premières pages du journal, lues avec une émotion palpable par Sophie et Marc, révélèrent l'ampleur insoutenable de la solitude et de la souffrance endurée par Léonie. À travers des mots simples, parfois des phrases inachevées ou des dessins rudimentaires, elle décrivait un quotidien fait de labeur incessant, de faim persistante et de l'indifférence cruelle, voire de la violence, de son entourage familial. Elle évoquait son pied tordu, avec une honte manifeste et les moqueries incessantes qui lui valaient, cette déformation physique qui la condamnait à être traitée comme un fardeau, une anomalie. Mais au-delà de la douleur lancinante, transparaissait une résilience poignante, des rêves, des évasions fantasmées, des observations fines et poétiques sur la beauté de la nature environnante, et une soif inassouvie de tendresse et de reconnaissance. Ce journal N était pas seulement un témoignage glaçant de maltraitance. C était le cri silencieux d'une âme, un miroir de son corps brisé par les privations et les coups, et de son esprit qui, malgré tout, refusait de se laisser éteindre. Il offrait une compréhension intime et bouleversante de la déformation de Léonie, qui, N, était plus seulement physique, mais aussi celle de son existence entière et de son identité, niée par un monde cruel et indifférent. La découverte du journal intime de Léonie Dubois, dont des extraits déchirants commencèrent à filtrer, eut l'effet d'une onde de choc bien au-delà des vallées cévenoles. Initialement relayée par la presse locale de Lozère, l'affaire de la fille oubliée des Cévennes gagna rapidement les colonnes des journaux régionaux, comme Astérisque Midi Libre, puis les antennes nationales. L'horreur de sa vie, faite de maltraitance et de solitude, révélée par ses propres mots d'enfant, saisit l'opinion publique. Des reportages télévisés, s'appuyant sur les rares photos d'eux, époque et les descriptions glaçantes du légiste, brossaient le portrait d'une France rurale reculée, où de tels drames pouvaient se dérouler dans l'ombre, loin des regards et des lois. La question fondamentale, comment une telle tragédie a-t-elle pu rester tue pendant si longtemps, résonnait désormais dans tout le pays, transformant une enquête criminelle en un véritable débat de société sur les failles du système et le poids des secrets familiaux. L'émotion était palpable, le choc indéniable, et la presse, avide de détails, ne lâchait plus cette affaire qui défiait l'entendement. Dans ce contexte médiatique bouillonnant, la journaliste d'investigation Élise Moreau, déjà mentionnée, devint une voix incontournable. Spécialiste des cold cases ruraux, elle publia une série d'articles incisifs dans un grand quotidien national, exposant non seulement les faits bruts de la vie de Léonie, mais aussi le mécanisme complexe de l'omerta qui avait permis cette dissimulation. Elle contextualisa l'affaire en la reliant à d'autres drames oubliés de la France profonde, soulignant la vulnérabilité des enfants dans des communautés isolées où les structures de protection de l'État étaient quasi inexistantes après-guerre. Ces enquêtes, menées avec rigueur, mirent en lumière les lacunes administratives et la résignation collective face à des situations jugées normales ou inévitables, à l'époque. Le public découvrait avec effroi que l'histoire de Léonie N était peut-être pas un cas isolé, mais le symptôme d'une réalité plus sombre, longtemps ignorée. La pression médiatique s'intensifiait, exigeant des réponses claires et une justice pour Léonie. La montée en puissance de l'affaire dans l'opinion publique et la presse nationale eut des répercussions directes sur l'enquête. Le procureur de la République de Lozère, déjà pleinement engagé, alloua des moyens supplémentaires à Sophie Fournier et Marc Delmas, conscients de l'enjeu symbolique de ce dossier. Les résistances administratives, qui avaient ralenti les débuts de l'investigation, s'estompèrent sous la lumière crue des projecteurs médiatiques. Les services sociaux et les archives départementales, autrefois réticents, se montrèrent désormais pleinement coopératifs, soucieux de ne pas apparaître comme complices par omission. Sophie et Marc, bien que parfois bousculés par l'attention constante des médias, surent utiliser cette dynamique à leur avantage. La pression extérieure accéléra la collecte d'informations et permit d'obtenir des témoignages que l'omerta aurait autrement étouffés, montrant qu'une affaire, même enfouie depuis des décennies, pouvait encore être portée au grand jour grâce à la force de l'information. Au sein des hameaux cévenols,
écho de l'affaire provoqua des réactions contrastées. Si une partie des habitants restait campée sur une attitude de défense, invoquant la vie privée et les affaires de famille qu'il fallait laisser en paix, une autre faction, plus jeune ou plus ouverte, commença à exprimer un malaise grandissant. La diffusion des extraits du journal de Léonie, en particulier, réveilla des consciences, brisant des années de silence par la force brute de la vérité. Des discussions houleuses éclataient dans les cafés et sur les places de village, confrontant l'ancienne génération, gardienne des secrets, à la nouvelle, désireuse de faire la lumière sur un passé douloureux. L'omerta, autrefois inébranlable, montrait des signes de fissure. La honte et la culpabilité, longtemps enfouies, commençaient à affleurer, préparant le terrain pour de nouvelles révélations, et, peut-être, une forme de rédemption collective pour cette communauté, qui avait, par son silence, permis l'effacement d'une enfant. La vieille Geneviève, le visage ruisselant de larmes, le corps secoué par des sanglots longtemps retenus, finit par céder sous le poids insoutenable de son secret. Sa voix, d'abord un murmure à peine audible, prit peu à peu de l'assurance, alors qu'elle déballait la vérité à Sophie et Marc. Léonie n'avait pas été assassinée de sang-froid, mais sa mort était le fruit d'une négligence criminelle, d'une survie impossible. Une nuit d'hiver, emportée par le froid et la faim, affaiblie par des années de privation et par son corps malmené, la jeune fille avait tenté de fuir la ferme isolée des Dubois. Elle cherchait désespérément un refuge, une échappatoire à sa misère. Mais la nature sévenole, impitoyable en cette saison, avait eu raison de ses dernières forces. Léonie était tombée, épuisée, dans la forêt dense et glaciale, et n'avait jamais été retrouvée vivante. Ses derniers instants furent ceux d'une solitude absolue, loin de toute aide. Le récit de Geneviève peignait un tableau déchirant, un drame silencieux, qui avait hanté le village pendant des décennies. Marcel Dubois, l'oncle, et les parents de Léonie, Jean et Marie, pris de panique à la découverte du corps inanimé de la jeune fille, avaient agi avec une détermination macabre pour effacer toute trace de leur complicité et de leur passivité. Craignant le scandale, la honte et surtout la justice des hommes, ils avaient enterré Léonie en secret, à la hâte, là où les randonneurs l'avaient découverte des décennies plus tard. Leurs mains tremblantes avaient empilé les pierres, espérant que la nature reprenne ses droits, et que le secret demeure éternellement enfoui. Mais le journal de Léonie, ce petit cahier retrouvé sous le foyer de la ferme, venait confirmer, avec une précision glaçante, le récit de Geneviève. Ces dernières lignes, tracées d'une main enfantine et tremblante, évoquaient la faim, le froid insoutenable, et cette envie de partir loin, très loin, une fuite désespérée vers une liberté illusoire, qui, était transformée en tragédie ultime. Le cahier était un testament silencieux, une preuve irréfutable, de la volonté de Léonie de Seine, échappée d'un enfer domestique. Pour Sophie et Marc, le puzzle était désormais complet, d'une clarté déchirante. Léonie N. était plus une simple victime anonyme, une silhouette effacée par le temps. Son identité était enfin rétablie. Sa voix posthume entendue par-delà les décennies de silence. La déformation de Léonie, ce pied-botte qui l'avait tant fait souffrir et qui symbolisait sa différence, prenait désormais tout son sens. Elle était le reflet d'un corps brisé par la faim et les coups, d'une âme tordue par la solitude et les abus. Son existence entière avait été déformée par la cruauté des hommes et l'indifférence d'une communauté. Cette révélation, bien que sans espoir de jugement pour les coupables déjà disparus, apportait une forme de justice symbolique. Léonie, l'ombre des Cévennes, avait enfin recouvré sa dignité. Son histoire, tragique et universelle, résonnait comme un avertissement, rappelant que les secrets les plus lourds finissent toujours par refaire surface, exigeant que la vérité soit entendue et les mémoires honorées. L'onde de choc provoquée par l'affaire Léonie Dubois ne se limita pas à la sphère judiciaire. Elle résonna profondément au sein de la société française, forçant une introspection collective sur les zones d'ombre de son propre passé rural. Son histoire, rendue publique par ses propres mots, devint le symbole déchirant de ces « enfants oubliés », sacrifiés sur l'autel des secrets de famille et de l'indifférence collective. Dans les Cévennes, cette prise de conscience se matérialisa par un mouvement discret mais puissant de mémoire. Des initiatives locales furent lancées pour ériger un lieu de recueillement symbolique en l'honneur de Léonie, un cairn de la dignité, rappelant que même les vies les plus fragiles méritent d'être reconnues et honorées. Ce fut un acte de rédemption collective, un moyen pour la communauté de briser enfin le silence, et d'assumer sa part d'histoire, assurant que le sacrifice de Léonie ne soit pas vain, et que son nom soit gravé dans la mémoire de la région, non pas comme une victime, mais comme un témoignage de la résilience humaine, face à l'adversité, et à la cruauté. La Lozère,
autrefois terre de secrets, devenait celle de la mémoire ravivée. Au-delà du mémorial, le cas de Léonie Dubois eut des répercussions bien concrètes sur la législation et les pratiques de protection de l'enfance en France. Bien que la plupart des coupables soient décédés, l'affaire mit en lumière les lacunes d'un système qui, à elle, époque, peinait à s'immiscer dans les dynamiques familiales des régions reculées. Elle contribua à renforcer les débats sur la nécessité d'une meilleure traçabilité des enfants, d'une vigilance accrue des services sociaux et éducatifs, et d'une prise en compte plus systématique des signaux faibles de maltraitance. Indirectement, l'histoire de Léonie nourrit la réflexion qui aboutira à des lois plus robustes en matière de protection de l'enfance, soulignant l'impératif pour elle, État de garantir le bien-être de chaque enfant, quelle que soit son origine sociale ou géographique. Son destin tragique servit d'avertissement, rappelant que les drames tuent ne disparaissent jamais vraiment, et que la justice, même posthume, est essentielle pour construire un avenir où de telles atrocités ne pourront plus jamais être dissimulées sous le voile du silence ou de l'oubli, exigeant une vigilance constante de la société entière face à la vulnérabilité des plus jeunes et des plus isolés. L'histoire de Léonie Dubois, l'enfant oublié des Cévennes, nous rappelle avec une force déchirante que la vérité finit toujours par émerger des profondeurs du temps. Son courage silencieux, sa résilience face à l'indicible, et la ténacité des enquêteurs pour lui rendre sa dignité, sont un témoignage poignant de la fragilité de la vie, et de la puissance de la mémoire. Si ce récit vous a touché et vous a fait réfléchir sur les ombres du passé, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire. Votre engagement est crucial pour honorer la mémoire de Léonie et de tant d'autres. Si vous souhaitez explorer d'autres affaires complexes et découvrir comment la justice finit par triompher, même des décennies plus tard, abonnez-vous à notre chaîne et regardez notre prochaine vidéo. C'est une histoire tout aussi captivante qui vous attend.